Bonjour petits et grands lecteurs, alors oui je suis baignée du feu des dragons, donc vous me verrez soit dans la lumière du jour, soit dans les ténèbres. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure ici malheureusement. Aujourd'hui on va aborder la partie 2 de la présentation des livres sur les dragons. Je sais que la première partie vous a plu, j'avais plutôt axé sur des livres qui sont un peu connus, là on va mélanger un petit peu de tout. J'ai vu qu'en commentaire il y avait déjà des gens qui avaient mis leur petite liste, vous allez peut-être en retrouver là-dedans parce que je vais vous présenter uniquement des livres que j'ai lus, mais il y a tellement de livres sur les dragons. J'ai fait exprès de ne pas parler du manga par exemple ou de la BD parce qu'il y en a aussi, mais je vais vous parler notamment d'un livre illustré, oui, d'un guide, voilà, d'un beau livre dedans pour varier un petit peu, mais la majorité sont des romans. Normalement je vous en présente 7 et on commence tout de suite, mais avant toute chose je vais simplement vous rappeler que ce week-end on est en parallèle au Salon Fantastique de Paris et en parallèle à Trolls et Légendes. Sachez qu'à Trolls et Légendes, on a en avant-première La Reine de Fer, donc le deuxième et dernier tome des Voix de l'Oporum qui vient tout juste, qui va sortir la semaine prochaine, donc le 3 avril 2024, sur le site internet Les Trois Nornes et qui sera disponible dans tous les salons. Et pour le coup, qui est mon petit bébé, hein, du moins celui-ci plus que les autres, dans le sens que c'est tous mes petits bébés chez Les Trois Nornes, mais celui-ci je l'ai écrit aussi, donc c'est mon double enfant, voilà, qui a eu une maturation à un accouchement difficile, mais pour le coup vous pourrez vous pourrez le retrouver sur le site internet dès le 3 avril. Et je n'oublie pas de vous mettre les petites dates voilà, d'avril pour les dédicaces, et je vous reviendrai bientôt pour mai, sachant que l'on va déjà pour sûr à Ouest-Hurlan. Alors quand on parle dragon, on peut avoir autant beaucoup de jeunesse que de fantasy adulte, et le classico-classique, moi le premier livre quand on me dit c'est un livre sur les dragons, il y a souvent le dragon en couverture, donc ça peut pas mieux faire, c'est le Hobbit de J.R.R. Tolkien. Alors il faut savoir que les dragons, il y en a dans l'univers de Tolkien, notamment dans la chute de Gondolin, voilà, on en a un petit peu partout, soit par des mythes, soit parce qu'ils ont une intervention. Le Hobbit, c'est le premier livre publié de Tolkien en France, et c'est surtout un texte qui était écrit par avance pour les enfants. Et donc c'est le texte, à mon sens, qui est le plus facile à lire si vous n'hésitez à lire Tolkien. Essayez par le Hobbit parce que c'est le plus simple. Voilà, c'est le plus simple, mais tout en ayant à l'idée que c'est un livre qui est écrit pour les enfants à la base, qui va alterner récit et aussi chant, voilà, parce que c'est assez important dans l'univers de Tolkien. On suit donc l'histoire de Bilbo Sake, qui est un petit hobbit, vous savez, ces petites créatures appuyées, poilues, qui va partir pour une grande aventure. C'est-à-dire que Bilbo, un jour, on toque à sa porte, une troupe de nains dit bah on a besoin de ton aide, cambrioleur, pour retourner sous la montagne solitaire, reprendre Erebor, qui est donc la cité des nains qui a été prise d'assaut par un dragon qui s'appelle Smaug. Et donc Smaug, c'est la caricature quasiment du dragon, et c'est un des meilleurs dragons que j'ai lu parce que Smaug, c'est un dragon intelligent. C'est pas une bête, c'est une bête qui est douée d'une intelligence beaucoup plus poussée que les hommes, et les dragons chez Tolkien, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont un gros défaut, c'est-à-dire c'est l'avarice. Donc c'est un dragon qui veille sur les trésors, et c'est pour ça qu'il a pris Erebor, parce qu'Erebor est une mine de nains, et les nains sont connus pour récupérer de l'or et ce genre de choses, et sont avares aussi dans cet univers-ci. Et il y a tout. Ce qui est hyper intéressant avec Smaug, c'est déjà les figures de représentation qu'il fait, mais c'est surtout que c'est une créature qui est extrêmement qui met très mal à l'aise parce qu'elle est très intelligente, elle fait vraiment peur, et en même temps elle est fascinante et extraordinaire. C'est un personnage que moi je trouve ambivalent là-dessus, et qui a des scènes avec Bilbo très intéressantes. Voilà, au niveau de le Hobbit, c'est beaucoup de jeux sur les dialogues aussi, c'est ce que j'aime beaucoup. Et donc voilà, on était obligé de parler de Tolkien pour parler de dragon, parce que Smaug pour moi c'est le maître d'entre tous, c'est le daddy. C'est un dragon doué de langage et qui est vraiment une force de la nature, qui est parfois l'incarnation du mal aussi au sens propre. Et vraiment, je vous conseille de lire Le Hobbit. Le film est moyen, voilà, par rapport au livre. C'est pas du tout sur le même ton et ce genre de choses. Mais ce que je dois dire, c'est que dans les films de Peter Jackson, Smaug, et surtout, regardez-le en VO pour ça, c'est Benedict Cumberbatch qui fait la voix. Et c'est une des réussites pour moi du film, c'est Smaug. Le sang du dragon, c'est une petite
petite duologie écrite donc par une autrice qui a édité dans plein d'univers d'imaginaire très différents. Patricia Briggs, elle a fait elle est très connue notamment pour son urban fantasy, voilà, sa bibite, mais elle a écrit aussi Le Cavalier Vert, que je n'ai pas lu, mais elle a quand même son empreinte dans l'imaginaire. Et on va suivre dans cet univers Stolon, il lui arrive des galères dans la vie. Bref, il y a le roi qui essaye de le spoiler vraiment. Et Stolon va devoir un petit peu détruire son propre château, lutter. Et le roi, en fait, a envie de se pourvoir d'une nouvelle arme. Et l'arme en question, c'est un peu compliqué, c'est que pour fonctionner, elle a besoin que d'une chose, c'est du sang de dragon. Et c'est le sang de Stolon, parce qu'on apprend très très vite dans le récit que Stolon a du sang de dragon et que c'est c'est quasiment une sorte d'hybride pour le coup. Et donc on a un personnage humain, dragonisé un petit peu, mais comment dire, pas comme chez Pével où ils ont une forme un peu animale. Là, c'est vraiment un humain qui a une sorte de don du dragon, parce que vous découvrirez un petit peu comment il a obtenu tout ça. Mais voilà, je ne vais pas vous spoiler les tomes, mais on tourne autour de ces questions-ci. Alors c'est de la fantaisie très simple. En fait, ces petits tomes de Patricia Briggs, c'est de la fantaisie, pour moi, c'est de la fantaisie de plage. Dans le sens, et pas forcément au sens péjoratif, hein, mais c'est la fantaisie qui prend pas du tout la tête. C'est comme le pacte du Hobbes, ça se lit très vite. Il n'y a pas un univers extrêmement développé, c'est plutôt de l'aventure. Et là, avec Stolon, c'est vrai que c'était une vision du dragon. Moi, j'avais plutôt apprécié l'univers du fait que c'était pas le dragon classique. Voilà, on est sur quelque chose un peu différent. C'est un peu une quête de vengeance, c'est une quête de survie. On a ensuite L'Âge du Feu. Alors, je n'ai lu que le premier tome parce que L'Âge du Feu, c'est tout ce que j'aime pas trop, en fait, chez les histoires de dragons. Mais c'est un point de vue qui est assez intéressant parce que les dragons, en fait, ont une vraie implication dans le texte. Ils sont les personnages principaux, mais en tant qu'animaux. C'est-à-dire que on va suivre, dans mes souvenirs, des dragons, donc un couple qui va être attaqué par un clan de nains dans sa grotte, et seul un des dragons ou deux des dragons survit, celui qui a un peu de difficulté voilà, à vivre, et on va suivre lui, sa quête de vengeance et comment il va se reconstruire une famille et ce genre de choses. Donc ça m'a moins convaincu parce que c'est pas le genre de fantasy que j'apprécie, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir en fait le dragon de base et être dans la tête du dragon, dans la tête de l'animal, pas dans la tête d'un humain qui le chasserait et tout. Et c'est plutôt un récit familial où voilà, chacun essaye de se dépatouiller comme il peut. C'est assez tragique parce que ça parle de la mort des proches, du deuil, et c'est vraiment un récit initiatique pour ça, avec plusieurs dragons. Et donc quand on aime les dragons, je pense que c'est le kiff ultime, parce que voilà, on vit à travers les yeux du dragon. Pour ma part, moi je trouve que c'est toujours un petit peu niais, et j'ai du mal à me mettre dans la tête des créatures. Autant en jeunesse, ça me pose pas forcément de problème, mais là c'est vu d'un point de vue adulte, et en fait j'ai du mal pour l'identification. C'est simplement ça, mais c'est parce que je suis pas très fan des dragons, je pense. Le soleil, il me tabasse, mais c'est vraiment... je sais pas où j'ai mis mon Bob Cochonou. Je devrais le mettre, là, j'ai tellement mal aux yeux, mais c'est le problème de cette pièce, malheureusement. Alors, ensuite, il y a La Cité des Anciens. Alors, La Cité des Anciens de Robin Hobb, je suis obligée de vous en parler parce que c'est quand même un cycle qui parle que des dragons, et que chez Robin Hobb, les dragons sont importants. Alors, c'est un cycle qui se situe dans le cycle de l'Assassin Royal. Vous savez, c'est toujours un peu compliqué, mais... époque 1 de l'Assassin Royal, les Aventuriers de la Mer, époque 2 des Assassins Royal, la Cité des Anciens, et époque 3, donc le Fou et l'Assassin. Et donc, dans la Cité des Dragons, on va suivre une jeune, plusieurs points de vue, hein, comme d'habitude. C'est un peu, je dirais pas une suite des Aventuriers de la Mer, mais on n'est pas aussi dans les Six Duchés, hein, on n'est pas avec Fitz et ce genre de choses. On est donc dans un monde, moi j'aime bien prendre deux points de vue, on va dire un peu principaux. On va suivre plusieurs personnages qui vont devoir mener des dragons vers une terre un peu promise, parce que les dragons sont chassés pour x et x raisons que vous découvrirez dans le texte, et ils sont sacrés. Et donc on suit ces adolescents qui vont partir pour cette quête-ci. Et en parallèle, on suit une jeune femme qui s'est mariée un peu trop promptement avec un homme qu'elle estimait beaucoup quand elle était ado, qu'elle connaissait beaucoup mais qui l'a manipulée. Il lui a promis en échange du mariage que c'est une jeune fille de noble naissance, et dans cet univers, on va dire parallèle à l'Assassin Royal, tout ce qui est un peu lié au port et tout, il y a des grandes familles. Et elle a juste demandé une chose, c'est d'aller étudier les dragons. Et donc, elle a réussi à s'échapper un peu de son mariage grâce à ça. Parce qu'il faut savoir que son mari est extrêmement violent, l'agresse voilà, de plusieurs manières. Et c'est pas consenti, ce genre de choses. Et elle part étudier les dragons et retrouve ces jeunes-ci.
Alors moi, La Cité des Anciens, c'est ce que j'aime le moins chez Robin Hobb, parce que les personnages adolescents sont extrêmement casse-pieds, que je trouve que c'est un peu immature, et que voilà, ça tourne beaucoup sur les dragons. C'est vrai que les dragons sont présents chez Robin Hobb, mais je préférais avant parce qu'ils sont présents en toile de fond. C'est voilà, une espèce très intelligente qui est capable de parole, et donc qui sont en lien avec certains humains. Et on les voit aussi dans les aventuriers de la mer, on apprend un petit peu leur lien voilà, avec l'océan et ce genre de choses. Mais je préférais l'histoire avec Fitz, vous savez, cette grande dragonne, je crois, voilà, qu'on voit et qu'on retrouve un petit peu. Mais ce qui est intéressant dans la Cité des Anciens, c'est qu'on se retrouve avec des dragons qui sont préservés, protégés, mais en même temps chassés et qui naissent de plus en plus faibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Donc c'est vraiment des questions endémique à la survie et comment protéger une espèce. C'est très tourné au niveau scientifique et de protection animale et c'est ça qui est intéressant, c'est ça le point de vue intéressant du texte. Mais malheureusement, tout ce qui est scientifique, même autour des dragons, sur leur préservation, c'est intéressant. Le reste, c'est trop. Je me tire les cheveux entre les personnages. Et il y a des personnages qui sont vraiment extrêmement casse-pieds et c'est assez étonnant de la part de Robin Hobb. Mais je été obligée de vous parler de la Cité des Anciens parce que c'est quand même important. Ensuite, alors, j'avais pas forcément envie de vous parler de ce livre-ci parce qu'il est publié chez une maison d'édition que je ne lis plus et que je boycotte ouvertement. Mais quand on parle dragon, je suis obligée d'en parler parce que ça a été un grand succès et que les dragons sont hyper importants dans le texte. Et je trouve que c'est très inspiré notamment des Chroniques des Mondes Émergés. Pour ça, c'est donc le Prieuré de l'Oranger, qui est un tome unique énorme chez De Saxus, qui malheureusement a été bien parti, mais qui se conclut très très vite. Voilà, c'est un univers qui n'est pas assez développé, parce que je pense que c'est un univers qui aurait mérité plusieurs tomes. Voilà. Et dans le Prieuré de l'Oranger, alors ça fait très longtemps que je l'ai lu, est-ce que je l'ai lu le jour de la sortie, est-ce qu'on me l'avait envoyé en avant-première ? Donc voilà, ça commence à remonter, c'est un des premiers livres de chez De Saxus. Et on suit donc un monde où il y a une reine, voilà, avec des problèmes dans le royaume. Et pour tout vous dire, l'histoire me paraît un peu floue maintenant, mais surtout, ce qui est assez marquant, c'est la place des dragons dans le texte, parce que on a des cavaliers dragons qui sont présents, et on suit une des cavalières dragons dans ses années de formation. Et voilà, on va la suivre sur son dompter les dragons avec tous les complots politiques et ce genre de choses. A posteriori, j'avais plutôt apprécié ma lecture au début, mais plus les années passant, plus je me dis que ce livre manquait quand même pas mal de développement. Ce qui m'avait beaucoup plu dans le Prieuré de l'Oranger, c'est que c'est un des premiers livres que j'ai lu qui était ouvertement engagé sur les représentations LGBT. Et donc c'est quelque chose qui voilà, m'intéressait beaucoup pour ça. Voilà, on a un couple de femmes très important dans le texte. Est et ouest, la dragonnière, elle est d'un côté du pays, mais on a de l'autre côté le nœud principal du récit, c'est-à-dire une reine qui ne veut pas se marier alors qu'elle doit engendrer absolument une héritière, et une mage qui va la protéger parce qu'il y a des assassins qui essayent d'assassiner la reine pour mettre fin à la lignée. Voilà. Le Prieuré de l'Oranger, je vous le déconseillerais pas, plutôt achetez-le en anglais si vous pouvez éviter d'acheter voilà, la version française, mais je pense que c'est bien quand tu commences l'imaginaire, et c'est surtout un livre, il faut pas attendre beaucoup de développement de l'univers, voilà, c'est assez vu et revu. Le gros avantage, c'est les représentations dans le texte et le fait que ça m'avait beaucoup plu, parce qu'en fait les relations LGBT vont de soi, c'est-à-dire que c'est totalement légitime dans le roman, il n'y a pas de questions voilà, sociétales, c'est inscrit, et ça c'est vraiment cool pour le coup, et je trouvais ça vraiment bien pour de la young adulte, parce que pour moi c'est de la young adulte. J'ai présenté un beau livre, Dragon, le guide ultime, qui est juste derrière moi, donc je vous le montre, il est juste là. Donc c'est un livre illustré, donc qui est illustré, ils me mettent chez Nathan, mais avec plein de dragons différents. Et ce qui était sympa, c'était du genre adopte ton dragon, voilà, en fonction de ses particularités. Ça me fait penser, vous savez, un petit peu dans How to Train a Dragon, dans Dragon, le dessin animé, quand Harold, il y a un des personnages où ils étudient les dragons dans les livres. Donc tu vois, t'as ton petit club de dragons, et tu as tout ce qui est fait pour le transport, le parc à dragons, les équipements et fournitures. Voilà, c'est vraiment comme si tu devais adopter quelque chose. Et donc, t'en as plein avec des illustrations très sympas. Bon, pour la jeunesse, c'est assez cool. C'est un livre qui... C'est fou, hein. Devinez à quel prix est ce livre. Le livre était à 15,90 €, alors que c'est un grand format avec du très beau papier à l'intérieur et avec une couverture un peu molletonnée. Bon, il était déjà imprimé en Chine à l'époque, mais c'est une vieille édition.
Mais voilà, pour tous les fans de dragons, si vous avez l'occasion de le trouver en occasion, ou même si vous le retrouvez en tant que neuf, vraiment pour les jeunes c'est sympa parce que ça fait un petit peu cahier d'apprenti maître dragon. Et enfin, c'est un texte qui est pas très très mis en avant. Alors faut savoir que cet auteur-ci, j'ai lu 2 livres de lui qui parlent de dragons. Il y a le Maître des dragons, dont je vais pas forcément vous parler parce que c'est de la jeunesse, mais c'est Winterheim. C'est de la fantaisie un petit peu nordique, voilà, d'inspiration nordique. On est dans un monde où les dragons et d'autres créatures ont décidé de ne pas s'immiscer dans le destin des hommes et ont confié le destin des hommes à la Dame des Songes et à ses suivantes. Et donc les dragons, tout ça, sont retournés dans leur monde et on suit un jeune forestier un peu particulier qui, à la suite d'un pari, va obtenir une carte. Et cette carte va le mener à un trésor. Alors il est accompagné d'une chouette, c'est assez présent dans le récit. Et en fait, ce trésor va bouleverser totalement son destin. Et donc on a des scènes assez dans mes souvenirs, parce que je l'ai lu il y a très très longtemps celui-ci, très hivernal, très nordique, où les dragons ont une application parce qu'ils sont quasiment vus comme des déités dans ce monde-ci, et où le personnage va se retrouver à un moment et un autre confronté à ses anciens dieux. Et donc voilà, c'est un univers un petit peu fantasy épique, hein. Winterheim c'est réuni, hein, c'est un intégral, je crois qu'il y a 2 ou 3 tomes, et c'est un texte qui m'avait plutôt plu, même si c'était... Je me souviens que ça avait été long à se mettre en place et que c'est de la fantaisie très classique, mais l'univers est suffisamment chouette pour que tu aies envie de t'y mettre et de suivre. Et surtout, l'ambiance nordique, froid m'avait convaincu à l'époque. Et donc, les dragons ici sont vus un peu comme des créatures supérieures aux hommes, voilà, comme des anciens dieux. Et voilà, Fabrice Collin a écrit plusieurs fois sur les dragons pour le coup. Et c'est un auteur qui est français, un auteur français qui est présent sur la scène éditoriale depuis des années. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pouvez me conseiller en littérature de dragon. Je pense qu'on a fait le tour des textes que j'ai lus pour le coup, et il y a quand même pas mal de choses. Comme vous le savez, je suis pas une très grande fan de dragons, donc je suis peut-être pas la meilleure pour en parler de façon positive, mais il y en a partout dans la littérature. J'ai fait la croix sur énormément de grandes séries, parce qu'on peut parler de George R.R. Martin, on peut parler de quasiment tous les récits importants de fantasy ont des dragons, que ça soit cité ou en personnages principaux, et c'est quelque chose, je trouve, qui se perd un peu à bon escient, parce que le genre de la fantasy est quand même en train de se renouveler, et que les éditeurs essayent aussi de publier des choses qui sortent du carcan. Mais je pense que si on va retrouver des dragons prochainement, soit ça sera par un effet de mode, soit on va avoir des interprétations de dragons, et ça serait très chouette, parce que comme vous le voyez, les dragons rentrent quand même dans des tropes assez voilà, importants, du genre monture, créatures maléfiques, ou créatures dans lesquelles on suit le parcours et qui sont des accompagnateurs des hommes, mais c'est quand même des clichés qui sont souvent répétés et revus. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.